Bonjour, bienvenue pour un nouvel opus de Portrait chinois sur Mandarin TV. Alors aujourd'hui, on reçoit un homme politique puisqu'il est président d'un parti, l'Union populaire républicaine, l'UPR. C'est François Asselineau, qui est originaire du Loiret, qui a fait l'HEC, l'ENA et qui n'est pas débutant en politique, même si on le connaît plus depuis les dernières présidentielles où il était candidat, puisqu'il a été dans les cabinets ministériels de plusieurs ministres et secrétaires d'État. Et donc, on l'accueille avec grand plaisir. Bonjour François Asselineau. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on est doublement ravis de vous recevoir puisque vous êtes également un grand amateur de la Chine et des pays d'Asie. C'est exact. Alors, quand j'étais petit, vous savez, je suis né en 1957 à Paris. Et quand j'étais petit, les voyages lointains étaient très très rares. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents en Europe, mais pas dans les pays très lointains. Mais dès que j'avais 7 ou 8 ans, j'ai rêvé d'aller en Extrême-Orient, et notamment d'aller en Chine et d'aller au Japon. Et dès que j'ai été étudiant et que j'ai pu le faire, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et j'ai essayé d'y retourner régulièrement au cours de ma vie. D'accord, alors vous avez pu effectivement aller en Chine puisque vous occupiez d'affaires internationales beaucoup. Hein, vous avez même été travailler au sein du ministère des Affaires étrangères. Et donc vous avez organisé les visites de chefs d'État ou de personnalités politiques en Chine. Alors vous avez d'ailleurs même pu rencontrer, vous avez eu la chance de rencontrer plusieurs des présidents chinois. Alors d'abord j'ai travaillé pendant à peu près 1 an et demi au Japon avant d'aller en Chine. J'ai vécu à Tokyo, j'ai appris à parler un peu le japonais et j'ai appris aussi à écrire un petit peu le japonais. Donc, ce qu'on appelle les kanji. Ce qui n'est pas le plus facile, oui. Donc, les caractères Han qui sont. Donc, j'ai appris à maîtriser à peu près 300 à 400 caractères chinois importés au Japon. Ensuite, effectivement, quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai accompagné le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur en 1994. J'avais organisé une grande opération de visite d'entreprises françaises en Chine et qui nous avait menés d'ailleurs à Pékin, à Shanghai, à Canton. Et puis je suis retourné en Chine plusieurs fois, notamment lorsque j'étais auprès de M. de Charette aux Affaires étrangères. J'y suis allé à la fois avec le ministre et à la fois avec le président Jacques Chirac que j'ai accompagné lors de la visite qu'il avait faite en Chine. Ça devait être en 1996. Voilà. Et à cette occasion, en effet, nous étions allés à Pékin, nous étions allés à Shanghai, nous étions allés à Wuhan également, où il y a des implantations industrielles, notamment le groupe PSA, qui a une co-entreprise avec l'entreprise chinoise qui s'appelle Dongfeng. Et à Pékin, nous avions été reçus, enfin Jacques Chirac avait été reçu, mais je faisais partie de la petite délégation. La délégation, oui. On avait été reçus à Zhongnanhai, c'est-à-dire dans la partie de la cité interdite de Pékin et qui se situe à l'ouest et qui est réservée aux plus hauts dirigeants chinois. Nous avions été reçus par le président Jiang Zemin, qui à l'époque était le président de la République populaire de Chine. Oui, Jacques Chirac, qui d'ailleurs, c'est anecdotique, mais qui est assez populaire en Chine. Hein. Les Chinois connaissent bien Jacques Chirac et l'aiment beaucoup. Enfin, d'ailleurs, Jacques Chirac a toujours été assez populaire. C'est peut-être son côté jovial et bon enfant. C'est vrai, c'était vrai aussi, effectivement, dans les pays d'Asie. Je l'ai accompagné au Japon, je l'ai accompagné ensuite en Asie du Sud-Est. Il était assez... Parce qu'il s'intéressait vraiment à cette civilisation. Et là, j'ai des anecdotes extraordinaires dans cette rencontre entre Jacques Chirac et le président Jiang Zemin, parce que c'était en 1996 et donc Jacques Chirac avait été élu un an avant, même pas, avait été élu président de la République à la suite de François Mitterrand. Et François Mitterrand, vers 1994, avait donné son accord à la vente de frégates militaires, donc de navires militaires à Taïwan. À Taïwan, oui, ça avait fait grand bruit. Oui, alors ça avait fait grand bruit. Et le gouvernement de Pékin avait été très mécontent, donc avait pris quelques mesures de rétorsion. Donc lorsque j'avais accompagné Jacques Chirac à Zhongnanhai, lorsqu'il avait été reçu par le président Jiang Zemin, la première chose qu'avait dite le président chinois, c'était qu'il était content de recevoir Jacques Chirac qui s'inscrivait dans la tradition française établi par le général de Gaulle. Sous-entendu, pas Mitterrand. Voilà, sous-entendu. Il avait même dit, comme on dit en chinois, après la pluie vient le beau temps. Et donc, il avait dit que il avait rappelé que la Chine n'oublierait jamais, n'avait pas oublié
et que Charles de Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en 1964, alors qu'à l'époque, en 1964, la quasi-totalité des pays occidentaux refusaient de reconnaître le régime de Mao Tse-tung, reconnaissaient la République de Chine de Taïwan, parce que les Américains imposaient cette politique. Et donc de Gaulle avait décidé de sortir la France de la domination géopolitique américaine, et il avait donc pris cette décision. Donc le président de Chiang Zemin avait dit ça tout de suite, et il avait dit, pour la petite histoire, mais là je vais parler un peu politique, il avait dit voilà, j'espère qu'on va pouvoir bâtir une relation stratégique franco-chinoise, rebâtir une relation stratégique. Et il avait été un peu déçu parce que Jacques Chirac avait évidemment remercié le président chinois de ses propos aimables, mais Jacques Chirac avait dit, vous savez, maintenant, la France construit l'Union européenne et nous formons un couple avec l'Allemagne, avec le chancelier de l'époque, c'était avant Madame Merkel, il s'appelait Gerhard Schröder. Il n'y avait pas de place pour un troisième dans le lit, comme on dit dans les couples. Et il avait dit, nous formons un couple, nous allons bientôt avoir une monnaie, parce qu'à l'époque, en 1996, il n'y avait pas encore l'euro, qui était d'ailleurs prévu pour 97, qui en fait avait été reporté à 99. Qui devait s'appeler même l'écu à l'origine. Qui devait s'appeler l'écu, vous avez raison. Et donc il avait dit ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous raconte d'autres anecdotes, mais il y a alors, mais non, mais je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, parce qu'effectivement, vous parliez de Jacques Chirac qui expliquait qu'à l'époque, effectivement, on était en train de construire l'Europe. C'est justement, alors, Portrait chinois, c'est pas une émission de politique, mais vous êtes quand même président d'un parti politique, donc c'est quand même un sujet incontournable dans nos échanges aujourd'hui. C'est que vous êtes président de l'UPR. La première particularité de l'UPR, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, c'est que vous prenez la sortie de la France de l'Union européenne et aussi de l'OTAN d'ailleurs. De l'euro et de l'OTAN. De l'euro, voilà. Oui. Enfin, oui, effectivement, j'incluais l'euro dans l'Union européenne. Donc de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Est-ce que c'était déjà dans votre idée quand vous avez voyagé avec Jacques Chirac, notamment en Chine? Est-ce que c'est une idée qui vient de loin chez vous? Quand j'étais étudiant, j'avais voté en 1979, j'étais encore étudiant à HEC, j'avais voté pour la liste de Madame Simone Veil aux élections européennes parce que j'écoutais ce qu'on me disait à la télé. L'Europe, c'était la paix, c'était l'ouverture sur le monde, je trouvais ça très bien. En 1992, au traité de Maastricht, au référendum de Maastricht, j'avais déjà voté non parce que j'avais été très sensible au discours de Philippe Séguin et qui avait montré que si on entrait dans une Europe fédérale, au bout du compte, c'était la démocratie qui allait disparaître. Et puis, c'était également, on allait entrer dans une espèce de conglomérat sous domination américaine. Et ce que j'ai vu dans les années 90, notamment en cabinet ministériel, à la fois pendant la cohabitation avec Mitterrand et ensuite avec Jacques Chirac, c'est que ce qu'avait dit Séguin et ce qu'avait dit en fait De Gaulle dès les années 60 était exact. C'est-à-dire que la construction européenne, comme l'OTAN, vassalise la France, fait de la France un pays vassal et est placé sous l'autorité des États-Unis. Ce qui est contraire non seulement à l'intérêt national français, contraire à la pensée gaullienne, mais ce qui est également contraire à l'intérêt de beaucoup de peuples du monde. Et je connais assez bien les Russes, je connais aussi les Chinois. Le propos des dirigeants chinois, c'est que les dirigeants chinois auraient voulu pouvoir traiter d'égal à égal avec la France. Ils n'ont pas envie que la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, soit placée sous l'autorité des États-Unis. Oui, alors vous parlez de l'intégration de la France dans l'Union européenne, qui en ferait un vassal des États-Unis. Ça mérite que vous expliquiez, sans rentrer dans des détails trop politiques, mais on n'a pas forcément le choix, parce que oui, ça paraît. Ce que vous dites, est-ce qu'il faut remonter jusqu'à Walter Hallstein Non, ça paraît un peu bizarre ce que je dis, mais il faut comprendre, et De Gaulle l'avait compris dès la conférence de presse qu'il avait faite le 15 mai 1962, que quand vous mettez des États avec des intérêts nationaux très divergents les uns avec les autres, et que vous les forcez à s'entendre, vous n'arrivez à rien. Bon. Et donc De Gaulle avait compris dès 1962 que pour que ça marche, il faudrait ce qu'il avait appelé un fédérateur extérieur. Et le fédérateur extérieur qui ne serait pas européen, avait dit De Gaulle, en fait, c'était les États-Unis. Pourquoi ? Parce que la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie sont des pays qui étaient dans les années 60 beaucoup plus sous la tutelle de Washington. Il y a des forces américaines présentes en Allemagne. Pays, oui, tout à fait. En plus de ça, depuis que l'Europe s'est élargie à l'Est, les pays de l'Est
sont très pro-américains parce qu'ils ont le sentiment que les États-Unis vont les protéger de la Russie. Donc on est dans une chape de plomb, si l'on peut dire. Même si les États-Unis ne sont pas dans l'Union européenne, c'est eux quand même qui ont une importance considérable, avec également l'Allemagne, puisqu'il y a en fait un accord germano-américain. La meilleure preuve de ce que je dis, c'est que dans les traités européens, il est écrit que la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne est compatible avec l'OTAN. Et la quasi-totalité des États de l'Union européenne sont dans l'OTAN. D'ailleurs, le président des États-Unis avait demandé... Le siège de l'OTAN qui est à Bruxelles. Qui est à Bruxelles. Mais j'avais entendu ça dans une de vos interventions. Par contre, si on veut sortir de l'OTAN, il faut écrire à quel endroit ? À Washington, d'accord. Absolument. Donc voilà. Ça, c'est dit. Alors nous, on n'est pas anti-américains, mais nous sommes des patriotes. Nous voulons que la France soit une puissance d'équilibre, qui s'entende bien avec les États-Unis, mais qui s'entende bien aussi avec la Russie, avec la Chine. Et c'est pour ça que je trouve que c'était d'un intérêt. Si Charles de Gaulle était allé en Chine en 60, il n'était pas allé en Chine, il n'avait pas le terme, mais il avait reconnu la République populaire de Chine en 1964, c'était justement pour que les relations franco-chinoises fassent que la France ne soit plus uniquement sous la domination américaine. Et alors on est en plus de ça dans une configuration maintenant avec 28 États membres dans l'Union européenne, bientôt 27 puisque les Britanniques s'en vont. Il faut toujours penser que les Britanniques sont des gens très intelligents et pragmatiques. Donc s'ils s'en vont, c'est qu'ils ont bien compris que ça ne peut pas marcher. Vous savez, ils avaient déjà compris qu'il ne fallait pas être dans l'euro. Ils avaient déjà compris qu'il ne fallait pas être unique. dans l'euro. Vous savez, moi je suis un passionné de culture chinoise. Et s'il y a des personnes d'origine ou de culture chinoise qui m'écoutent, ils connaissent... Il y en a, sur Mandarin TV, il y en a forcément beaucoup. Mandarin, il y en a forcément beaucoup. Ils devraient se relire le livre des 36 stratagèmes. Vous savez, qui est un livre qui, je crois, remonte à la dynastie Ming, et c'est 36 grands stratagèmes chinois. Et il y en a un dedans qui s'appelle le stratagème des chaînes. Le stratagème des chaînes consiste justement à... Alors, c'est une histoire, je ne sais pas si j'ai le temps de... Des chaînes, c'est H-A-I-N-E-S, hein, des voilà. chaînes, d'accord. Il s'agit, je crois, ça doit être pendant la période des royaumes combattants en Chine, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il y a deux armées qui doivent se rencontrer au bord d'un fleuve, c'est peut-être le Yangtze, je ne me rappelle plus. Et donc, il y a deux flottes avec des bateaux qui sont à 5 ou 6 kilomètres en amont et en aval, sur le même fleuve. Et à ce moment-là, il y a un des généraux qui fait venir un de ses stratèges et qui lui dit « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Et le conseiller lui dit « Je conseille de faire le stratagème des chaînes. » Il dit « Vas-y. » Le conseiller du premier général traverse le fleuve, va voir en amont, ou en aval, pardon, la flotte adverse. La flotte adverse. Et il va voir, il se déguise en paysan, et il va voir le général de l'autre armée. Voilà. Alors, il regarde ça avec admiration. Donc l'amiral montre les bateaux, il est tout content, et le faux paysan dit c'est formidable, etc. Puis d'un seul coup, il prend un air soucieux. Alors l'amiral lui dit pourquoi tu as l'air soucieux ? Il dit parce que, en fait, je trouve quand même que tous ces bateaux bougent beaucoup, et si tu vas avoir une bataille demain avec la flotte adverse, tes marins risquent d'être malades. Alors le général lui dit ah bah oui, mais comment je pourrais faire ? Et à ce moment-là, l'espion déguisé qui vient de l'armée adverse lui dit moi j'ai un petit conseil à donner, ça serait de lier les bateaux les uns avec les autres. Donc le même conseil que l'armée adverse. Voilà, pendant toute la nuit, si on met tous ces bateaux liés les uns avec les autres, ils bougeront beaucoup moins, tes marins vont pouvoir bien dormir et demain ils seront prêts à l'attaque. Et l'amiral dit c'est une excellente idée. Et donc, il donne instruction. Et à ce moment-là, le faux paysan prend congé. Il dit, l'amiral lui dit merci pour ce conseil, qu'est-ce que je te dois ? Le faux paysan dit non, rien, moi, si vous savez, je suis un pauvre paysan, je ne fais qu'un conseil. Dès qu'il est parti, il remonte. Et il va voir son général à lui, de l'armée adverse, et il lui dit ça y est, c'est bon. On a mis en marche le stratagème des chaînes. Et à ce moment-là, que fait l'armée adverse ? Aussitôt, il fait appareiller ses navires, ils descendent, et il balance des bombes incendiaires sur tous les bateaux qui ont été ligotés. Et l'incendie se propage à tous les bateaux. Et comme tous les bateaux sont ligotés, qui n'ont plus aucune marge de manœuvre, ils coulent tous ensemble. Ça sert en politique, ce Alors, stratagème ? Ça s'appelle le stratagème des chaînes, c'est un des 36 stratagèmes chinois. Et si vous y réfléchissez bien, en fait, c'est le stratagème qui est à la base même de la construction européenne. C'est-à-dire que vous avez mis 28 États
aux intérêts nationaux différents, contradictoires, divergents, et vous les forcez de façon artificielle à essayer de bâtir ensemble un nouvel État. Ça fait 61 ans depuis le traité de Rome que ça dure, et ça ne marche pas. Alors, ce que vous dites d'ailleurs souvent dans vos conférences, parce que c'est vrai que vous avez des discours à fleuve, vous êtes un tribun, François Asselineau, donc c'est pour ça que spontanément j'ai dit conférence, mais dans vos discours, on va dire, où vous le dites aussi, vous l'avez dit aussi beaucoup sur les plateaux de télé ou à la radio pendant la campagne présidentielle, c'est que c'est d'autant plus vrai maintenant qu'il y a le traité de Lisbonne, dont on ne peut sortir qu'à l'unanimité de tous les pays membres. Non. Non, l'unanimité, c'est la modification des traités. Ah d'accord. On ne peut modifier les traités. Non, on peut sortir un seul. Oui, non, on peut sortir, oui. On peut sortir, au contraire. Le fameux article 50. Voilà, c'est l'article 50 qui permet de sortir. Il faut négocier pendant 2 ans. Et au bout des 2 ans, soit on a un accord, soit on n'en a pas. Les Britanniques vont sans doute pas avoir d'accord. Ils vont sortir au bout des 2 ans de négociation. D'accord, mais la modification des traités, effectivement. Alors, la changer les traités, c'est l'unanimité. Il faut que les gens qui m'écoutent, imaginez la même chose en Chine. Imaginez par exemple qu'il y ait en Asie, qu'il y ait une Union asiatique où il y ait le Japon, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, Taïwan. Des pays très différents là aussi. Oui, des pays très différents. Le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, le sultanat de Brunei, le Bangladesh, le Myanmar, le Népal, le Bhoutan, et que c'est tous ces pays-là, il y a une commission, comme nous on a une commission de Bruxelles, il y a une commission de Singapour, une commission de Bandar Seri Begawan, qui est la capitale du sultanat de Brunei. Vous auriez des commissaires qui diraient, ben voilà, il faut que la Birmanie fasse ça, 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 ça et ça, il faut que la Chine fasse ça, 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 ça et ça, il faut qu'on ait tous la même politique étrangère. Ce que Bruxelles appelle les GOP, c'est ça? Voilà, les grandes orientations des politiques économiques. J'ai oublié de préciser les Philippines. Ben, par exemple, tout le monde sait bien qu'actuellement, il y a des problèmes dans la mer de Chine méridionale, entre les revendications territoriales dans les eaux, les îles Paracels, etc. Ben, il faudrait que tout le monde ait la même politique. Mais les intérêts géopolitiques du Bhoutan ne sont pas les mêmes que ceux de Singapour, ne sont pas les mêmes que les Philippines. Les intérêts géopolitiques de la Corée du Sud ou du Japon ne sont pas les mêmes que les intérêts de la Chine. Donc ça aboutit à une situation de blocage. C'est exactement le stratagème des chaînes. Et face au stratagème des chaînes, celui qui tire les ficelles, c'est celui qui gagne. Et donc, les États de l'Europe ont fait entrer, après l'effondrement du camp socialiste, tous les pays de l'Est qui sont entrés d'abord dans l'OTAN, parce que Washington a demandé d'abord que la Pologne, la Hongrie, l'Estonie, la Lettonie, la Bulgarie, etc. rentrent dans l'OTAN, puis ensuite rentrent dans l'Union européenne. Et nous disons, ça ne marche pas. D'ailleurs, je crois qu'il y a un proverbe chinois. Là, vous dressez le constat, voilà. Mais vous faites le bilan. Mais alors justement, que propose en quelques mots l'UPR? Parce que votre programme est profondément inspiré, comme vous le dites, du CNR, du Conseil national de la résistance. Donc c'est l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Quel est le parallèle entre la situation actuelle et la situation après-guerre pour que le programme du CNR puisse effectivement faire changer les choses positivement? Parce que la France aujourd'hui n'est plus dirigée par les Français. Lorsqu'il y a le mouvement des Gilets jaunes contre Macron, beaucoup de Français n'ont pas encore bien compris ce qui se passe. Mais toutes les grandes décisions, y compris la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, y compris les fusions de communes, y compris s'attaquer aux retraites, y compris privatiser les services publics, y compris démanteler le droit du travail, tout ça sont des décisions qui sont imposées par les traités européens et par la Commission européenne dans le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques qu'elle fixe à chaque pays. Or, c'est ça qui pose problème en France, puisque les Français, lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en fait, ils ont toujours cette politique dont ils ne comprennent pas d'où elle vient. Héritée de Bruxelles. Voilà, qui vient de Bruxelles, qui vient de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Or, nous disons qu'on ne peut pas durablement diriger un peuple contre sa volonté profonde, et les Français ne sont pas des Américains. Les Français, ils aiment bien avoir des services publics importants, qui assure l'égalité et la justice sociale entre les Français. Les Français, ils veulent un État qui assure une certaine justice sociale entre les riches et les pauvres. Ils n'aiment pas les trop grandes différences de revenus, etc. etc. Or, la société qu'on nous impose, c'est celle qui vient de Bruxelles, et c'est ça qui est en train de mener la France
à l'explosion sociale générale. Oui, alors vous avez dit une chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, donc les gilets jaunes contre Macron, est-ce que vous êtes en train d'expliquer que de toute façon, ça ne sert à rien que Macron fasse une grande consultation nationale, parce que de toute façon, quoi qu'il en découle et quelles que soient les propositions du peuple, entre guillemets, qui en découlent, de toute façon, il ne pourra pas les appliquer parce qu'il est obligé d'appliquer la feuille de route imposée par Bruxelles. C'est exactement ça. Donc, ce que va faire Macron, alors j'en sais rien, je ne suis pas un devin, mais probablement, il va proposer des réformes qui sont déjà celles demandées par Bruxelles. Par exemple, il va proposer de diminuer le nombre de parlementaires, ou bien il va proposer de fusionner les communes. C'est déjà ce qu'il fait. Mais c'est pas ça que les Français... Et les fameuses eurorégions aussi. Voilà, les eurorégions. Mais c'est pas du tout ça. Parce que vous avez remarqué que Macron, il fait un débat, mais il n'invite pas les gilets jaunes. Il parle avec des maires. Ou alors, quand il invite des gilets jaunes, il y en a 2-3 qui ont été triés sur le volet. On leur a mis un gilet jaune. Mais Macron, en fait, ne répond pas aux demandes du peuple. Le peuple, il veut quoi? Les Français, ils veulent d'abord la démocratie. Ils voudraient un référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. Les Français, ils voudraient qu'on rétablisse peut-être l'impôt de solidarité sur la fortune. Est-ce que plus de démocratie, ça passe aussi par plus de proportionnel? Peut-être un petit peu. Mais c'est dangereux aussi. Quand on regarde bien dans le détail, la proportionnelle, si on met une petite dose de proportionnelle, si on réduit le nombre de députés, on risque d'avoir encore moins de partis représentés à l'Assemblée nationale. Ce que veulent les Français, c'est pas des petites choses comme ça. Ce qu'ils voudraient, c'est référendum. Pas de mesurettes, mais des vraies réformes. Ils voudraient aussi, par exemple, qu'il y ait de la justice sociale. Ils voudraient aussi qu'on arrête de faire des guerres illégales au Moyen-Orient. Or ça nous est imposé par notre appartenance. Quand vous parlez de guerre illégale, c'est la participation de la France au conflit en Syrie, etc. Par exemple. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que la France respecte le droit international. Lorsque, par exemple, la France, là, sur l'affaire de ce qui se passe au Venezuela, le gouvernement français prend fait et cause pour le tout nouveau président de l'Assemblée nationale qui vient d'être élu contre le président de la République qui a été élu l'année dernière, moi je dis que ça n'est pas le rôle de la France de faire ça. Je sais que la situation au Venezuela, elle est complexe, elle est compliquée. Moi, je ne donne pas raison à l'un par rapport à l'autre, mais il y a quand même un président qui a été élu. Alors même sans dire que Maduro est un enfant de cœur, vous dites quand même qu'il y a une démocratie à respecter. Mais c'est surtout, ça n'est pas notre devoir. Le devoir de la France, c'est le respect du droit international et donc la non-ingérence dans les affaires intérieures. Normalement, d'ailleurs, si la France était la France, elle aurait dû prendre une position prudente en essayant de jouer les bons offices entre les deux parties. Mais regardez bien d'ailleurs que c'est le camp occidental qui soutient Juan Guaido, là, le président de l'Assemblée nationale. La Russie ou la Chine sont beaucoup plus respectueux du droit international puisqu'ils disent que ça n'est pas aux pays occidentaux de dire ce qu'il faut faire. Alors, le respect du droit international, là, quand on parle effectivement de la Syrie, c'était le sujet qu'on avait abordé tout à l'heure, ça veut dire que s'il y avait eu un mandat de l'ONU, là, la France aurait pu intervenir en Syrie, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas de mandat. Et il faut qu'il y ait l'accord des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont la Chine. C'est la raison pour laquelle je pense que Paris, la France, enfin moi, si j'étais président de la République, j'aurais des consultations beaucoup plus régulières avec le président russe Vladimir Poutine, avec le président chinois Xi Jinping, avec le Premier ministre britannique, avec le président des États-Unis, et non pas être tout le temps sous la tutelle américaine. Parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre des puissances et des pouvoirs dans le monde. Il n'y a pas de raison. Vous savez, moi, lorsque je dis qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, il y a des Français qui me disent « Ah, vous voulez sortir, vous êtes xénophobe ». Pas du tout. Au contraire, je veux que la France, elle soit amie avec le monde entier, qu'elle n'ait pas des amitiés comme ça spécifiques au monde, à l'Europe. Oui, les gens parce que vous avez dit je suis un patriote, les gens confondent un peu le patriotisme et l'extrémisme voilà, nationaliste. Et la xénophobie, c'est pas du tout vrai. C'est moi, je veux au contraire qu'on c'est vrai que si on va, parce que c'est vrai que parfois on classe l'UPR à l'extrême droite. Non, mais quand on va dans vos meetings, quand on voit les gens qui vont à vos meetings, on est loin d'un meeting du Rassemblement national et encore moins de l'Action française. Ah ben non, c'est au contraire. Hein, c'est plutôt on a plutôt un programme plutôt à gauche en fait, avec des renationalisations, conformément au Conseil national de la résistance. Mais ça, ce sont les polémistes qui disent ça. Le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous, si vous aviez, parce que le ministère de l'Intérieur vous a classé en divers, c'est ça? Il nous a classé ni à droite ni à gauche. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plutôt au centre? Non plus, parce que le centre, il est pro-européen. Nous sommes
pour que la France retrouve sa souveraineté nationale. Nous, en fait, on est un mouvement de libération nationale. Voilà. Et on veut que la France ait d'excellentes... D'où le CNR. Oui, d'où le CNR. Parce que chez nous, il y a des gens qui viennent de la droite, de la gauche, du centre, de l'extrême droite et de l'extrême gauche. On a vraiment, comme le CNR, c'est comme les gens, les Britanniques qui ont voté pour le Brexit, il y avait des gens du parti UKIP de Nigel Farage, des conservateurs et puis des travaillistes. Et les gens qui en France ont voté non en 2005 à la Constitution européenne, ils venaient de la droite et de la gauche. Donc nous, c'est ça que l'on veut. On veut que la France récupère son indépendance et sa souveraineté nationale, parce que nous disons que créer un État de 27 États de l'Union européenne, ça n'a pas de sens. C'est artificiel. Ça ne peut pas marcher. Vous savez, il y avait Charles de Gaulle avait eu une expression formidable. Il avait résumé ça d'une seule phrase. Il avait dit « on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs ». Voilà. Et c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'Europe... Charles de Gaulle qui avait le sens de la formule. Voilà. Vous l'avez un peu aussi d'ailleurs. C'est votre héritage gaullien, c'est ça? Peut-être. Ça veut dire que les pays d'Europe, la France, elle a 1000 ans, 1500 ans d'âge. Le Royaume-Uni aussi. L'Espagne est un petit peu plus récente, mais pas beaucoup. Le Portugal un petit peu plus. On a des États qui ont des centaines et des centaines d'années qui sont là. Ils ont chacun leur langue, leur littérature, leur culture, leur tissu industriel, leur agriculture, leur tradition politique, leur tradition syndicale. Vous en avez qui sont des monarchies, d'autres des républiques. Vous avez des pays laïques, d'autres qui sont des pays où il n'y a pas de laïcité. Vous avez des pays de tradition catholique, d'autres de tradition orthodoxe, d'autres de tradition protestante. Vous avez 24 langues différentes. En fait, ça ne peut pas marcher. Donc dans ça, il faut un concert des nations, comme c'est le cas de l'ONU, comme c'est le cas du Conseil de l'Europe. Il y a un Conseil de l'Europe, c'est un peu une espèce d'ONU régionale, dans laquelle d'ailleurs il y a la Russie, il y a l'Ukraine, il y a... donc là, c'est une Europe au niveau continental. Au niveau continental. Mais l'idée même qu'il faille faire une distinction entre la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Bulgarie d'un côté... Au-delà des Balkans, oui. Voilà. Et puis, qui sont des pays avec lesquels la France n'a pas des liens particuliers. Et on devrait être fusionné avec ces pays-là, et en revanche, prendre nos distances avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, où tout le monde parle le français, ou le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, qui sont des pays de tradition francophone, qui ont été des anciennes colonies françaises. Non, on a des liens avec le monde entier, y compris des liens avec l'Indochine. On a des liens avec c'est les ex-colonies, effectivement. On a des liens avec le Vietnam, avec le Cambodge, avec le Laos, qui sont beaucoup plus importants, ne serait-ce que parce qu'il y a les diasporas de Cambodgiens, de Vietnamiens, de Laotiens, ou de Sino-Cambodgiens, de Sino-Vietnamiens, ou de Sino-Laotiens qui sont venus en France, soit après 1954, soit après 1975, avec la chute du Sud-Vietnam, du Cambodge, etc. Ce sont des Français maintenant qui m'écoutent peut-être. Est-ce que vous seriez peut-être pour un espèce de Commonwealth à la française? Écoutez, dans la Constitution de la Ve République, telle que De Gaulle l'avait conçue, il y avait un titre 13 qui s'appelait « de la communauté ». Et De Gaulle avait prévu très intelligemment qu'il y ait une espèce de Sénat où tous les représentants des pays francophones du monde pourraient débattre. Eh bien moi, je l'avais proposé dans mon programme présidentiel. J'avais proposé que puisqu'on sortirait de l'Union européenne, mais on gardera d'excellentes relations avec l'Allemagne, eh bien qu'on propose à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la filiale de l'ONU pour les sciences, l'éducation et la culture, qui fait le patrimoine mondial de l'humanité, vous connaissez. L'UNESCO est à Paris. Moi, je proposais que la France suggère à tous les pays de l'UNESCO, il y a 160 pays membres, de transférer ça à Strasbourg, là où il y a le Parlement très neuf, beaucoup plus grand, qui serait resté vide, et de créer à Paris, dans les locaux, les CEVID de l'UNESCO, qui sont beaucoup plus petits, un Parlement des pays francophones, où les pays francophones pourraient débattre de grandes questions internationales, et la France pourrait mettre à la disposition des pays francophones son siège au Conseil de sécurité quand on trouverait une position commune, par exemple sur les échanges Nord-Sud, par exemple sur le climat, par exemple sur le conflit au Moyen-Orient, par exemple sur des tas de choses, on pourrait avoir une position commune, ce qui permettrait d'avoir vraiment une communauté francophone. Et puis bon, si on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'entendre. Mais je suis de ceux qui pensent... Écoutez, regardez le nombre de Français, par exemple en France. Combien y a-t-il de Français d'origine vietnamienne? Il y en a, je peux vous assurer, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers.
beaucoup plus que des Français d'origine bulgare ou d'origine oui, complètement. Mais alors, justement, là, je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que nous, effectivement, dans nos reportages, etc., on est souvent amené à parler avec des jeunes Chinois. Et quand on discute un petit peu avec eux avant ou après le reportage, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les jeunes Chinois ne se sentent pas vraiment, donc les jeunes Français d'origine chinoise, hein, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de vote, ne se sentent pas impliqués dans la politique française au point de s'inscrire sur les listes électorales et au point de voter. En revanche, ils sont toujours assez pro-européens. Est-ce que vous pensez que ça dénote d'un sentiment du fait que, ne se sentant, la Chine est un grand pays, ils ont leurs racines là-bas, le fait de ne pas se sentir peut-être suffisamment intégré en France, ils se disent, à un autre niveau, il y a l'Europe, peut-être qu'on s'intégrera plus facilement à l'Europe. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Ce que je pense, c'est que comme beaucoup de Français, si vous voulez, ils sont victimes de la propagande. À la propagande, tous les jours, on leur dit que l'avenir, c'est l'Europe. Non, il suffit les stratèges, il y a une tradition stratégique chinoise, une tradition de pensée chinoise. Il n'y a pas besoin d'être très 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 malin politiquement pour bien voir que la construction européenne, ça se porte très très mal. Le Royaume-Uni va s'en aller. Il y a plein de pays de l'Union européenne qui réclament plus de démocratie parce que cet attelage ne peut pas marcher. Comme je disais tout à l'heure de Gaulle, une omelette, on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Le projet même est un projet qui ne marche pas. Et moi, j'aurais tendance à dire à tous les Français d'origine asiatique en général et d'origine chinoise en particulier, allez donc sur le site upr.fr, notre site à nous, qui est le site le plus consulté de tous les partis politiques français, et allez regarder mes conférences. Qui gouverne la France, l'histoire de France, etc. L'histoire de l'Union européenne aussi. La tragédie de l'euro, etc. Et ils vont découvrir une nouvelle pensée. Moi, je pense qu'ils devraient s'assumer beaucoup plus comme Français. Ils devraient s'inscrire tous massivement sur les listes électorales. Et ils devraient œuvrer, peut-être avec nous, pour que la France soit beaucoup plus proche de la Chine, qu'elle ait des relations de confiance beaucoup plus étroites avec la Chine, ou avec le Vietnam, ou avec la Corée, ou avec le Cambodge, ou avec etc., plutôt que de développer ce partenariat qui ne mène à rien avec les pays baltes ou avec la Slovaquie. C'est pas des pays j'ai rien contre ces pays, mais notre intérêt géopolitique, c'est évidemment celui-là. Et c'est également l'intérêt des jeunes Français issus de Chine. J'ai d'ailleurs... Et de toutes les autres communautés, d'ailleurs. Et de toutes les communautés. J'ai d'ailleurs, dans mon programme présidentiel, j'avais proposé qu'on renationalise TF1, la première chaîne de télévision, et qu'on oblige TF1 à avoir... Alors ça, est-ce que c'est pas un retour un petit peu au ministère de l'Information ? Non, non. D'abord, le ministère de l'Information, c'est en ce moment qu'on l'a. Parce qu'en ce moment, toutes les chaînes de télévision... C'est une question. Toutes les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, disent la même chose sur plein de sujets. Notamment, ils sont tous pour l'Europe. Moi, on ne me donne jamais la parole, alors que notre parti triomphe sur Internet. Et qu'actuellement, nous faisons près de 2% des suffrages aux élections. Donc on n'est pas à rien, on représente de plus en plus de monde. Moi, j'avais proposé... Oui, puis vous êtes parti... Il y a beaucoup de partis qui sont issus de fusions, de clubs, d'associations de partis, mais vous avez créé votre parti... À partir de rien. De rien du tout. À partir de rien. Et alors, vous parliez justement de votre site Internet. Vous êtes un parti qui est très actif sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est suffisant pour pallier à votre absence dans les médias sur laquelle vous revenez souvent? Oui, parce que, si vous voulez, quand moi je fais une vidéo, parfois c'est vu à 100 000, 200 000, 500 000 vues, c'est beaucoup. Mais un passage sur TF1 20h, c'est 5 millions ou 8 millions de vues, donc c'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a un handicap. On essaie de le surmonter avec Internet, mais on a un handicap. Mais laissez-moi terminer. Dans mon programme présidentiel, j'avais proposé de renationaliser la première chaîne de télévision et de lui imposer un cahier des charges culturel d'ouverture sur le monde. Par exemple, et je ne dis pas ça parce que je suis aujourd'hui à Mandarin TV, je l'ai dit ça fait des années que je le dis. Je pense que sur TF1, on devrait avoir tous les mois, toutes les semaines plus exactement, un film en prime time, comme on dit, à 20h30, 20h40, un grand film d'une civilisation étrangère. Un film russe. Un grand réalisateur chinois ou russe. Un film chinois, d'un grand réalisateur chinois, soit d'un réalisateur des années 30 ou des années 50, soit un réalisateur d'aujourd'hui. Des films japonais, coréens, sri-lankais, indiens, sénégalais, brésiliens, égyptiens,
parce que nous, on est pour l'ouverture sur le monde. Alors là, je vous pose une question technique. VO sous-titré ou VF? Alors, on verra. Attention. On verra soit en VF, soit en VO. C'est vrai que pour toucher le grand public, il vaut mieux de la version française en général. Mais de plus en plus de gens s'intéressent à la VO. Moi, je trouve qu'on devrait avoir... Vous savez ce que je dis? Ça existe beaucoup plus sur la BBC britannique ou sur la Nihon Hoso Kyokai, la NHK japonaise. Moi, je voudrais qu'il y ait... par exemple, sur le service public de télévision, par exemple le samedi matin ou le dimanche matin, des cours de langue, et qui ne soient pas uniquement des cours d'anglais, qu'il pourrait y avoir, je trouve, des cours de mandarin, justement, des cours de chinois. Moi, je suis triste, je suis même vraiment même mécontent de constater qu'en France aujourd'hui, il y a plus de jeunes Français qui apprennent des langues régionales comme le breton ou l'occitan ou le corse parce que il y a une politique derrière qui est la politique européenne dite des euro-régions qui vise à essayer de morceler les États pour détruire la France, détruire l'Espagne, etc., pour ne plus avoir que des espèces de régions unies, indifférenciées, qui parleraient des langues régionales et puis avec un anglais au-dessus. L'apprentissage d'une langue doit servir, donc il faut apprendre les langues qui sont parlées dans les grands pays de ce monde. Voilà. Écoutez, vous avez plus de jeunes Français qui apprennent le breton que de jeunes Français qui apprennent le chinois. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Compte tenu de la communauté chinoise qu'il y a en France, non, effectivement. Non, oui. non, parce que je pense que la langue chinoise, c'est pas seulement une langue. D'abord, une langue, c'est une vision du monde. Oui, c'est pas une langue morte, c'est une langue on ne peut plus vivante. C'est la langue du pays le plus peuplé du monde. C'est une vision du monde. En plus de ça, moi je disais en préambule que moi j'ai vécu au Japon, j'avais appris. Alors en chinois, je ne sais pas dire grand-chose. Hein. Je dis des signes ni hao, ou alors xie xie. Bon, mais ça, je connais quelques mots. Je parle mieux, je parle un peu le japonais. Mais en japonais, il y a des caractères chinois. Et moi, j'en avais appris, je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près 400. C'est très insuffisant pour pouvoir lire. C'est déjà beaucoup. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est que j'avais 22 ans, 23 ans quand j'ai fait ça. Ça m'a appris à comprendre comment fonctionne un cerveau, le cerveau d'un Japonais ou d'un Chinois. Par exemple, la grande méticulosité, le soin apporté aux détails. La logique, le raisonnement. Voilà, c'est à la mode, on parle beaucoup de mind mapping en ce moment. Voilà, mais il faut comprendre comment un extrême oriental qui a une écriture aussi particulière que les idéogrammes, le sens du détail, de la précision, la patience. Parce on apprend, c'est sur des années qu'on apprend le chinois. Hein, je crois qu'il faut savoir lire à peu près au moins... La minutie, c'est vraiment... On voit les gens qui font de la calligraphie chinoise. Et également le rôle du professeur. Donc en fait, un certain nombre de grandes vertus confucéennes, notamment, qui est le respect de l'enseignant, le respect du professeur, on s'inspirait des anciens, s'inspirer des sages. Donc on ne peut pas bien comprendre la mentalité, je pense. Qu'est-ce que vous pensez du système éducatif? Je rebondis au fur et à mesure sur ce que vous dites. Je suis désolé de vous couper, ce que vous dites est passionnant, mais c'est vrai qu'on va essayer d'aborder le maximum de sujets. Mais qu'est-ce que vous pensez justement du système éducatif français à l'heure actuelle? Moi, actuellement, malheureusement, ce système est en dégringolade. Il est en dégringolade parce que l'éducation, d'abord on appelait ça l'instruction publique. Ça avait été la gloire de la Troisième République que d'avoir imposé un enseignement le même pour tous les Français avec la création de ce qu'on appelait l'ascenseur social. C'est-à-dire que on mettait tous les jeunes Français, les jeunes Françaises, les petits-enfants à égalité. Oui. Ils portaient des tabliers pour qu'on ne voit pas les différences sociales, d'ailleurs. Il n'y avait pas de Nike, de Lacoste. Voilà. D'ailleurs, dans les pays d'Extrême-Orient, que ce soit en Chine, en Corée ou au Japon, les écoliers portent des uniformes. Je veux dire Adidas aussi, c'est une troisième marque pour le CSA, pour pas qu'on se fasse taper dessus. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose. Alors qu'en France, maintenant, c'est effectivement dans les cours de récréation, c'est devenu à qui aura la marque la plus connue, etc. Mais c'est pas ça l'école. Et puis par ailleurs, on enseignait des choses, et puis on enseignait le sens de l'effort. Et puis on essayait de former des citoyens conscients, des citoyens, on essaie de former des citoyens. Maintenant, on essaie de former des consommateurs. Ce sont des directives européennes, d'ailleurs des directives venues de l'OCDE. C'est-à-dire que maintenant, on n'essaye pas d'épanouir un citoyen, on essaie de lui donner, en réalité, de le formater, de le mondialiser. Voilà, pour qu'il soit immédiatement employable dans une entreprise,
on ne lui demande pas de se poser des questions. Alors on lui François demande de Asselineau, consommer. je vais quand même me faire l'avocat du diable. Est-ce que ça vaut le coup de vouloir apprendre le japonais, le chinois ou le russe à un élève, alors qu'à l'entrée au collège, il y a déjà des jeunes qui ne parlent même pas bien et qui n'écrivent même pas bien le français? Non mais, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a en fait toute une éducation qui est en train pas de s'effondrer, il ne faut pas exagérer non plus, mais le rôle de l'État dans l'éducation s'est beaucoup amoindri. Il y a maintenant, quand vous êtes né dans une famille de professeurs ou de cadres supérieurs, vous avez beaucoup plus de chances de faire des études supérieures parce que c'est votre milieu familial. Donc les idéaux égalitaires de l'école républicaine se sont beaucoup affaiblis. Moi, je veux rétablir ça. Vous savez, moi, mes arrière-grands-parents, c'était des pauvres paysans. Mes grands-parents sont montés à Paris, ils venaient des quatre coins de France, c'était des employés. Mon père a été le premier de la famille à avoir son bac parce qu'il y avait des professeurs qui avaient repéré qu'il était bon élève. Et puis après le bac, ils l'ont poussé à faire des écoles d'ingénieurs. Il a réussi l'école centrale de Paris. Et moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'avait dit, fais comme ton père, travaille, parce que l'école est là. C'est ça qu'il faut rétablir en France. Et vous savez, c'est exactement le système. Le film c'est exactement Un fauteuil pour deux. Vous avez vu Non, ce film avec Dan Aykroyd et Non. Eddie Murphy, où justement on essaye de démontrer que l'environnement prime pour la réussite sociale, l'environnement prime sur l'éducation. C'est vrai, mais c'est ce que j'ai dit moi-même. Mais on essayait avec la Troisième République, on y était quand même pas mal parvenu, à justement que l'école soit exigeante, qu'il y a de l'exigence, et puis que les gens croient dans l'État, croient dans la promotion sociale. On était parvenu à avoir quand même un ascenseur social. Georges Pompidou, président de la République, son père était, je crois, un instituteur, son grand-père un paysan. Donc c'était vraiment cet idéal. C'est d'ailleurs un idéal assez typiquement chinois. Puisque en Chine, justement, il y a cet idéal-là, c'est que finalement, alors il y a aussi des phénomènes sociaux, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense que cet idéal-là, qui est un peu l'idéal confucéen, c'est-à-dire les concours des mandarins dans la Chine impériale, c'était justement de permettre à tout le monde, à tout Chinois, à partir du moment où il était devenu lettré, d'accéder. Nous, il a fallu attendre la Révolution française de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme pour préciser que l'accès aux emplois publics est ouvert à tout le monde en fonction des seuls talents, alors que les concours mandarinaux remontent à la plus haute antiquité chinoise. De ce point de vue-là, la Chine était très en avance. C'est pas le seul pour sujet, vous, la civilisation chinoise est en avance sur beaucoup de points. Sur un certain nombre de points, sur oui. les civilisations européennes. Eux, ils ont inventé tous ces constats que vous faites, parce que vous avez parlé de la Troisième République, on n'a pas parlé de la quatrième, mais vous avez parlé de la cinquième. Est-ce que du coup, pour vous, toutes ces réformes nécessaires, est-ce que pour vous, comme Mélenchon, c'est un peu son leitmotiv, ça doit amener à une sixième République? Non, parce que ça, c'est du marketing, c'est un emballage. Mélenchon, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. J'avais regardé s'il voulait inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est se moquer du monde. Le vrai problème qui se pose en France, on l'a dit au début, en tout cas c'est mon analyse, c'est que les Français n'ont plus la démocratie, que toutes les grandes décisions en matière politique, économique, sociale, monétaire, budgétaire, mais industrielle, etc., viennent des structures européennes qui sont des structures supranationales et qui ne sont absolument pas démocratiques. Personne n'a jamais voté pour les commissaires européens. Donc le problème numéro un, il est là. Oui, alors, parce que pour nos téléspectateurs comprennent, il y a effectivement les députés européens qui votent. Mais ils ne votent pas grand-chose, en fait. Voilà, mais derrière, il y a des commissions qui peuvent invalider ces votes. Voilà, on l'a vu avec Monsanto. Voilà. En fait, il faut bien, vous avez raison de préciser, parce que la connaissance que les Français ont des institutions européennes est très lacunaire. En fait, le Parlement européen a, dans le meilleur des cas, un pouvoir de codécision, mais c'est en fait un pouvoir résiduel. En fait, le Parlement européen ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, Giscard d'Estaing l'a dit. Alors, vous êtes tête de liste aux élections européennes, alors vous y allez pourquoi? Pour dénoncer ça? Non, j'y vais pour dire que la France doit sortir de l'Union européenne. D'accord. Et pourquoi vous pensez que ça doit se dire aussi à Bruxelles? Bien sûr, c'est comme ça que Nigel Farage, qui avait été à la tête du UKIP aux élections européennes, a fait connaître le UKIP et a permis finalement, en développant la notoriété du UKIP, de contraindre le Premier ministre britannique de faire un référendum sur le Brexit qui a été remporté par les partisans du Brexit. Donc c'est très important que nous soyons, si possible, que nous ayons des élus pour justement porter la contradiction directement sur place.
D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure du fait que vous avez créé votre parti de rien, mais aujourd'hui, vous avez quand même plus de 30 000 adhérents, membres. Vous les appelez, comment vous les appelez? Oui, c'est des adhérents. On a plus de 33 800 adhérents. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les gens qui en doutent, ils n'ont qu'à aller voir les comptes de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. On a fait un dossier qu'on a publié sur notre site upr.fr et ils verront que les comptes, on a divisé la colonne pour chaque parti, la colonne des cotisations par le prix moyen de la cotisation, et on tombe bien sur le sujet. Alors qu'il y a beaucoup d'autres partis politiques qui gonflent leurs chiffres. Vous dites qu'il y a des partis, effectivement, oui, qui gonflent leurs chiffres. Qui ne rayent pas de leur liste des gens qui ne payent plus leurs cotisations, c'est ça? Oui, et puis qui multiplient par 3 ou 4 tout simplement arbitrairement le nombre de leurs adhérents. Donc alors d'ailleurs, vous affichez en temps réel, je crois, votre nombre d'adhérents. Voilà. Donc on ne parle pas de sympathisants, on parle d'adhérents sur votre des site. Adhérents, Donc ce sont des gens à jour de cotisation. Pas tous, non. Ce sont à jour de cotisation. On doit avoir à peu près 23 000 à jour de cotisation, mais on reste à l'UPR comme dans tous les partis. On reste pendant 2 ans adhérent. Voilà, c'est quand la 3e année, on a perdu ça. On a une graisse période, on a 2 ans pour revenir. Voilà, pour revenir, parce que vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un ne paye pas une adhésion qu'une cotisation d'une année qu'il est contre. C'est simplement, parfois, il y a des gens qui n'ont plus beaucoup d'argent, parfois des gens qui oublient, parfois des gens qui... Vous savez, quand quelqu'un nous donne l'adhésion, chez nous, est à 30 €. Donc si quelqu'un nous donne une adhésion bienfaiteur à 300 €, c'est l'équivalent de 10 ans. Oui, 10 ans, oui. Donc on ne va pas au bout d'un an l'exclure parce qu'il n'a pas payé. Vous mutualisez un peu les cotisations pour garder le maximum. Il y a même des gens qui nous ont donné 7 500 €. C'est le maximum qu'on peut donner, 7 500 € par personne physique. Vous avez des adhérents et des mécènes. Voilà. Les 7 500 €, ça fait 250 années d'adhésion. Donc si cette personne qui nous a donné 7 500 € tarde pendant 1 an ou 2 ou 3 ou 4 on fait ça. Mais enfin, en gros, d'ailleurs, il suffit, les gens qui me regardent, il y en a beaucoup qui se disent « Ah mais oui, j'ai déjà vu des affiches de ce monsieur ». Ah oui, alors vous avez beaucoup d'affiches. Vous avez des militants très très actifs, parce qu'effectivement, on voit beaucoup vos affiches, notamment en périphérie de Paris, en banlieue, dans Paris également. Et vous avez donc 30 000 adhérents. 33 800 adhérents. Alors il y a des partis qui comptent beaucoup moins d'adhérents que ça, surtout si vous nous dites qu'en plus ils gonflent leurs chiffres, mais qui font des scores beaucoup plus importants que l'UPR. Est-ce que vous avez déjà fait le calcul de dire si j'avais le même ratio adhérents pourcentage de voix aux présidentielles ou aux législatives, est-ce que vous avez déjà calculé quel pourcentage de la population aurait voté pour vous? Non, j'ai pas fait ce calcul, mais ce que je pense que je voudrais dire suite à cette question, c'est que d'abord, on ne me voit pas dans les grands médias. Il y a donc beaucoup de Français qui ne me connaissent pas. Là, avec l'affaire des Gilets jaunes, en ce moment, de plus en plus de Français s'intéressent aux problèmes de démocratie et ils commencent à parler du référendum d'initiative citoyenne d'Étienne Chouard et aussi du Frexit que propose Asselineau. Et nous, on reçoit dans notre parti politique des appels téléphoniques de gens qui disent « Mais je ne connaissais pas M. Asselineau. Je ne savais pas qu'il existait. Pourtant, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Oui. Et vous aviez des candidats aux élections législatives dans plus de 400 circonscriptions. Oui, dans plus de 500, 574. On a été le parti qui avait présenté le plus de candidats. Mais les partis, le grand public qui ne s'intéresse pas beaucoup à la politique ne porte pas beaucoup d'attention aux choses s'il n'y a pas des médias qui sont là pour leur mettre dans la tête. Donc lors de l'élection présidentielle, moi, on m'a classé dans les 6 petits candidats. Et on a dit il y a 5 grands candidats et 6 petits. Mais qui est-ce qui a décidé ça? Ce sont les médias. C'est absolument inconstitutionnel de dire ça. Il n'y a pas des grands et des petits candidats. Mais d'un point de vue psychologique... À partir du moment où on a eu les 500 signatures... On devrait être tous sur la même ligne. Mais à partir du moment où on met ça dans la tête des gens, il y a 80% des gens qui ne s'intéressent pas aux petits, qui se focalisent sur ceux dont on parle. Et moi, j'ai eu 1% du temps de parole quand Macron a dû avoir 24 ou 25% du temps de parole. Parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est comme si aux Jeux Olympiques, il y avait, pour faire courir le 400 mètres, il y en avait... Alors, si vous avez eu 1% du temps de parole parce qu'on s'était basé sur vos derniers résultats électoraux, mais pour Emmanuel Macron, qui n'avait pas eu de résultats électoraux précédents puisque son parti n'existait pas, qui a décidé qu'il avait droit à 24%? Ce sont les médias eux-mêmes qui... Et puis l'oligarchie, les gens qui tiennent les médias. C'est pour ça que l'élection de 2010... Qui est responsable de ça? C'est le CSA, ce sont les médias, c'est le gouvernement, c'était le gouvernement de l'époque. Tout ça, c'est un peu le même monde.
C'est un peu le même monde. Normalement, on devrait avoir, à mon avis, à partir du moment où vous avez des candidats qui ont tous la même légitimité, puisqu'ils ont tous obtenu au moins 500 parrainages de maire, et c'est pas évident d'aller les avoir, on devrait tous partir sur la même ligne de départ. C'est comme si aux Jeux Olympiques, les favoris pour courir le 400 mètres, ils partaient à 300 mètres, on leur donnait un avantage de 100 mètres. Handicap, et ceux qui sont les nouveaux, que l'on ne connaît pas et qui ne sont pas les favoris, on les fait partir à 500 mètres et on leur met des enclumes aux pieds. C'est à peu près ça. Et après, on dit, ah ben voilà, M. Macron a été élu. Mais M. Macron, il a été élu. D'abord, il n'y a eu que 17% des inscrits qui ont voté pour lui au premier tour, parce qu'il y a eu, compte tenu de l'abstention, 23 ou 24% des suffrages exprimés. Mais M. Macron, il n'était question que de lui. Il y a eu plus de 100 couvertures de magazines. Donc je suis persuadé que les gens qui me regardent en ce moment, il y en a beaucoup qui doivent me découvrir, qui doivent se dire, mais c'est vrai, finalement, ce monsieur... C'est un peu le but de l'émission aussi, c'est de découvrir des gens et découvrir des avis différents. Ce monsieur, personne ne me l'avait présenté. Je ne savais pas que ce monsieur s'intéressait, par exemple, au monde asiatique. Normalement, si les élections présidentielles avaient été bien faites, on aurait dû avoir des débats approfondis avec chaque candidat. Par exemple, cette histoire de débat, parce qu'il y a effectivement des médias qui ne vous invitent pas, ça vous a beaucoup agacé, on vous a beaucoup entendu protester contre ça, une forme de boycott. Bon, après, il y a eu l'élection présidentielle, là, les médias étaient obligés de vous inviter. Le strict minimum. Le strict minimum. Mais il y a aussi des versions qui disent que quand vous êtes invité à débattre avec un adversaire politique, parce que c'est vrai qu'en période d'élection, on fait beaucoup de débats. Il y a beaucoup de politiques qui disent « Ah oui, moi je veux bien débattre, mais je ne veux pas débattre avec Asselineau ». Oui, d'abord, c'est vrai qu'il y a très peu eu... Mais il n'y a même plus de débat. Regardez ce qui s'est passé en 2017. Le pseudo-débat, il y en a eu un avec Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, qui était sur CNews, je crois, et peut-être BFM TV, et l'autre qui a eu lieu sur France 2, où il y a eu les 11 candidats. Je ne parle pas du débat de TF1, où il y avait les 5 grands candidats. C'est un vrai scandale. Mais sur les autres chaînes de télévision, moi j'ai participé à ces débats. Mais ce n'étaient pas des débats. Il y avait les journalistes qui me posaient une question, je répondais à la question, puis après le journaliste posait une question à un autre candidat. Mais il n'y a pas eu d'échange vrai. Oui, ça ressemblait plus au maillon faible qu'à un débat. Voilà, c'est exactement. Donc le seul vrai échange qui a eu lieu, c'est au deuxième tour entre Mme Le Pen et M. Macron. Mais il n'y a pas eu ça au premier tour. Et il n'y a pas eu non plus. Moi je trouve que l'élection présidentielle en France, elle est tellement importante. Puisqu'il s'agit de choisir. Mais donc, est-ce que vous avez en ligne de mire aussi les prochaines présidentielles? Est-ce que vous comptez vous représenter aux prochaines on verra, présidentielles? mais si c'est possible, oui, je me présenterai. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors d'une élection présidentielle, il devrait y avoir les journalistes qui devraient recevoir, à mon avis, chacun des 11 candidats pendant 2 heures. À 20h30. Pour qu'il expose son programme. Pour qu'il expose son programme. Moi, je n'ai même pas eu... Là, sans débat, là, sans contradicteur. J'ai eu en permanence des petites invitations de 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. À chaque fois, on me disait, vous êtes complotiste, vous êtes conspirationniste, qu'est-ce que vous pensez de la Syrie? Mais mon programme, je n'ai jamais eu l'occasion de l'exposer pendant la durée nécessaire. Là, l'émission à laquelle vous m'invitez, je n'ai jamais eu ça à la télévision française. Et je pense que dans une émission qui ferait par exemple 1h30 ou 2 heures avec chacun des candidats, on pourrait poser des questions sur le candidat, non seulement sur son programme, mais sur son parcours professionnel, mais aussi sur sa vision du monde, sur sa culture générale. Je suis persuadé, par exemple, que des 11 candidats qu'il y avait en 2017, je suis à peu près sûr, je suis même sûr et certain, que j'étais celui qui connaissait le mieux l'Asie et de loin le mieux la Chine. Voilà, ça aurait pu être intéressant de le savoir pour les Français, de savoir qu'ils allaient élire un président de la République qui avait une vision du monde. Moi, je suis allé dans 95 pays du monde. C'est important, quand on choisit un président de la République, de savoir s'il a une connaissance historique, une connaissance culturelle, une connaissance des différentes grandes religions du monde, voilà, de la culture générale, etc. Parce que c'est quelqu'un qui ensuite va être le responsable de la Maison France au regard du monde. Et vous avez, je suis désolé de le dire, mais Macron, je suis désolé, il est là, il fait ses voyages, là il était à Abu Simbel, il fait du tourisme aux frais de la princesse, mais il a fait des bourdes diplomatiques absolument considérable. Voilà, et bien ça, c'est des choses qu'on devrait avoir au moment de l'élection. Pour vous, la politique extérieure française doit être réinstaurée, entre guillemets, redorée un petit peu? Oui, la France en ce moment,
savez, moi je connais beaucoup de gens dans le monde, des amis, des gens que j'ai connus, en règle générale, les gens vous disent, dans le monde entier, les gens aiment bien la France. Il y a une histoire, il y a une image de marque, c'est le pays, du luxe, c'est le pays des bons vins, de la bonne nourriture, c'est un pays tempéré avec beaucoup de choses à voir. Mais beaucoup de gens vous disent, qu'est-ce que vous êtes en train de devenir? Où est-ce qu'est passée la France? C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le président de Chiang Zemin tout à l'heure avec Chirac. Quand il lui avait proposé une stratégie, et Chirac avait dit écoutez, non, moi je ne peux pas, je suis en train de faire l'Europe. Vous savez, il l'avait coincé, le président de Chiang Zemin. Si vous voulez, je vous raconte. Ah bah alors, malheureusement, on va plus avoir le temps parce qu'on arrive, hélas, au terme de l'émission. Mais vous allez être obligé de revenir. Je suis désolé. Vous allez être obligé de revenir parce que c'est effectivement passionnant de vous écouter, parce que c'est vrai que vous avez une culture internationale, je dirais, assez importante de par votre CV, quoi, tout simplement, votre background, comme disent les jeunes. Mais je vais quand même finir parce que bon, je me suis laissé dire que vous étiez quelqu'un de gourmand. Ce que je suis aussi, les téléspectateurs qui me connaissent savent que je suis assez passionné par la gastronomie, entre autres chinoise. Alors, est-ce que vous aimez la cuisine chinoise? Et si oui, quels sont vos plats préférés? Oui, j'aime la cuisine chinoise. Ça fait partie des grandes cuisines du monde. Voilà, comme je crois. Même les cuisines chinoises, parce qu'il y a des grandes cuisines régionales. Absolument. Ouais. La cuisine de Sichuan est beaucoup plus pimentée. Les vapeurs qu'on trouvera plutôt du côté de la cuisine à la vapeur du côté de Canton. Oui. Il y a des cuisines chinoises. Ça fait partie des grandes cuisines de ce monde. Comme Et alors, vos préférences Moi, j'ai un plat. Il y a vraiment un plat où je craque beaucoup, c'est le canard laqué avec les 3 services. Donc là, on est à Canton, là. Non, alors, le canard laqué pékinois, oui. C'est le canard laqué pékinois, là, et notamment les 3 services. C'est le premier service avec cette peau croustillante dans les petites crêpes avec de la ciboule. Avec la ciboule et la sauce hoisin. Exactement. On m'a dit, je crois que c'est vrai, qu'au moment de la grande révolution culturelle prolétarienne, lorsque Mao, à partir de 1966, a voulu reprendre le pouvoir, puisqu'il avait été évincé du pouvoir avec le Grand Bond en avant, on l'avait panthéonisé, mais on lui avait retiré le pouvoir. Donc la grande révolution culturelle prolétarienne, 65-66, où Mao essaie de reprendre le pouvoir en créant les gardes rouges, en disant « allez bombarder les états-majors », etc. C'était pour reprendre le pouvoir. Toutes les institutions ont été démantelées, il y a eu des destructions massives, il y a eu des horreurs qui ont été faites. Sauf, je crois, Zhou Enlai, qui était quand même, qui avait une tradition mandarinale, qui essayait de calmer un petit peu Mao et qui, semble-t-il, avait protégé les jardins secs de Suzhou, notamment le jardin du maître des filets, qui sont des merveilles de la culture chinoise, qui ont été protégées in extremis de la fureur des gardes rouges par Zhou Enlai. Mais on m'a dit que la seule chose à laquelle personne n'avait touché, c'était le restaurant du canard laqué à Pékin, où au plus fort de la révolution culturelle, on servait toujours le même canard laqué, qui est à mon avis une des merveilles de la gastronomie mondiale. Eh bien écoutez, comme on est gourmand, je pense que on sera d'accord pour dire que c'est un excellent mot de la fin. Merci François Asselineau d'avoir été notre invité. Xie xie. Xie xie ni.